Et aujourd'hui, dans l'invité, nous allons partir à la découverte du département, une balade au cœur du département, un département comme vous ne l'avez jamais vu, avec notre invité Denis Fauvel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur du livre Yvelines insolite, 100 lieux étranges. En quoi tous ces lieux sont-ils étranges? Ils sont étranges parce qu'on ne s'attend pas du tout à les voir dans un secteur comme celui des Yvelines, qui est déjà très urbanisé et que beaucoup considèrent comme étant la banlieue parisienne à fuir à tout prix, alors qu'en fait c'est exactement le contraire. Il y a des choses absolument inouïes à voir dans ce département, et si on habite sur place, c'est pas difficile. Il y a quelques kilomètres à parcourir, ou quelquefois c'est même à sa porte qu'on peut y aller à pied, mais comme on sait que c'est trop près, on n'y va pas, et on se prive de découvertes extraordinaires. Vous n'êtes pas à votre coup d'essai puisque c'est la deuxième fois. Vous avez commencé par l'Essonne, avec des lieux à découvrir dans l'Essonne. Pourquoi avoir choisi le département des Yvelines pour poursuivre cette aventure? Le département des Yvelines est voisin, donc quand on fait de la randonnée, on ne se limite pas forcément au département dans lequel on habite, mais on va dans ceux qui sont à côté, les Yvelines, le Val-de-Marne ou la Seine-et-Marne selon les cas. Et comme les Yvelines sont très proches, j'ai souvent l'occasion d'y aller. Et d'ailleurs, à certains moments, on part faire une randonnée. On est tantôt dans un département, tantôt dans l'autre. On traverse sans même s'en rendre compte, sauf si on voit le nom d'une commune qui est un peu plus célèbre et qui appartient au département voisin. Dans ce cas-là, on se dit tiens. J'ai changé de département. Et j'ai marché beaucoup. Est-ce qu'on peut dire justement que ces livres sont nés en marchant? Oui, parce qu'au début, je n'avais absolument pas l'idée d'en faire un livre. J'ai adhéré à un club de randonneurs qui s'appelle le Trait d'Union de Verrières, qui est tout à fait sympathique et très actif, très dynamique. Donc j'ai pris l'habitude d'y aller souvent le week-end pour me promener. Et du coup, certains moments, on est arrivé dans un endroit, il y avait des locomotives anciennes du 19e qui étaient exposées. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En plus, elles étaient complètement sorties des rails, elles étaient sur un emplacement, sur un gazon, enfin bizarre quoi. Étrange. Étrange, oui. Bon, à cette époque-là, je ne prenais pas encore mon appareil photo, donc le lieu, je ne sais plus où il se trouve, mais je me suis dit, la prochaine fois, il ne faut pas que je me fasse avoir. Donc j'emmène mon carnet de notes dans une poche, l'appareil photo dans l'autre, et puis, dans la mesure du possible, j'essaierai de croquer les lieux où on se rend, quitte à y revenir si je n'ai pas le temps de voir suffisamment à ce moment-là. Parce que vous mélangez plusieurs arts dans ce livre. À la fois, vous croquez, comme vous le dites, des lieux. Il y a aussi de la photographie, des anecdotes avec de l'écriture. C'est un gros travail artistique, on peut le dire. Merci. Au-delà de la marche, au-delà de l'aspect sportif. Oui. Après, une fois qu'on est sur sa planche ou qu'on est sur son ordinateur, l'aspect sportif n'existe plus. Parce que plus de 3000 km pour le seul ouvrage des Yvelines. Oui. Mais ça va vite, parce que si vous comptez lieu par lieu, disons une centaine, 3000 km, ça fait 30 km par endroit. Souvent, j'en ai parcouru beaucoup plus. Donc, 3000 est peut-être sous-estimé. 100 lieux aussi, c'est sous-estimé parce qu'il y en a 120 en réalité dans cet ouvrage. Comment se sont déroulées ces rencontres avec ces lieux? Comment vous les avez choisis finalement? En fait, c'est souvent des coups de cœur. Des coups de cœur ou des émotions. Je sais pas, je prendrai un exemple, celui dont on parlait tout à l'heure, Ménilsaint-Denis, qui fait la couverture du livre et qui représente un monument russe. Un monument russe, qu'est-ce qu'il vient faire dans les Yvelines? Des toits à bulbes comme ça. Quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors j'ai regardé un peu sur Internet, j'ai vu quelques photos et puis des indications sur les possibilités de le visiter, les dates. Enfin c'est quand même un lieu assez fermé, c'est un monastère. Donc il faut montrer patte blanche pour y aller, mais c'est faisable. Et puis il y en a plein d'autres, des endroits comme ça, à Guyancourt par exemple, les Vénus de Milo qu'on fait des petits, pas des petits d'ailleurs, on devrait dire des grands, puisque sur des immeubles, il y a toute une série d'immeubles construits par Ricardo Bofill ou des architectes du même type. Et il y en a un qui a eu l'idée saugrenue, dirais-je, de prendre
des Vénus de Milo qu'il a fait reconstituer en béton, géantes, qui font 4 ou 5 mètres de haut, et de s'en servir comme cariatide, c'est-à-dire comme support pour l'immeuble lui-même. Donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 Vénus de Milo qui sont là, qui vous regardent, il y a des pigeons qui se posent dessus. Et que vous avez croqué du coup. Ah bah oui, je n'allais pas me priver. Est-ce qu'il y a des surprises particulières, des découvertes particulières qui vous ont marqué? Toutes, vous allez me dire, mais si vous deviez en choisir quelques-unes. Alors, il y a un lieu qui m'a énormément étonné, c'est Aubergenville. Qui connaît Aubergenville? Lieu touristique, zéro, personne n'y pense. Et ben, c'est une erreur, parce qu'il y a deux choses très intéressantes là. Il y a la Seine d'abord, mais bon, ça ne suffit pas. Et la Seine, autrefois, au XIXe siècle, était un lieu de rencontre, beaucoup pour des amateurs de fêtes, de guinguettes et tout ça. Et il y avait beaucoup de gens qui venaient à Aubergenville, comme dans d'autres communes riveraines de la Seine, comme Croissy, tout ça, pour s'amuser. Donc, il en reste quand même des traces. Et puis, la commune s'en souvient, donc elle se dit, si on pouvait essayer de remettre un peu une animation. Donc ça, je pense que c'est en cours d'élaboration. Et ce qui est visible, c'est l'église. Alors l'église a été construite dans les années 30 à peu près, vraiment dans un style art décoratif pur et dur, mais avec des bas-reliefs qui sont absolument incroyables. Et ça n'est cité nulle part. Nulle part. Sauf si vous allez sur Internet, vous tapez Aubergenville, vous regardez, oui, vous trouvez toutes les maisons du coin qui ont été construites plus ou moins intéressantes, la mairie, tout ça, et l'église, vous la voyez aussi, mais sans tellement de citations, donc il faut vraiment chercher. C'est votre objectif? Vous parlez d'Aubergenville et de ces lieux touristiques que parfois on ne cite pas dans les plus grands guides qu'on peut trouver. On parle beaucoup du château de Versailles et on oublie plein de lieux. C'est votre objectif peut-être de les mettre en lumière, d'en parler et de dire ces lieux existent, il ne faut peut-être pas passer à côté? Alors il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est effectivement un objectif culturel, dirais-je, c'est-à-dire prenez conscience que vous habitez dans une région qui est pourvu de choses absolument magnifiques. Vous vivez juste à côté de merveilles qui sont vraiment réelles, des merveilles architecturales, ou qui peuvent être naturelles, ou qui peuvent être de toutes sortes, ou historiques. Et puis, on ne les voit pas. Alors quand on les voit, qu'on les visite, et qu'on apprend à les apprécier, on a envie de les conserver aussi. Et on a envie de conserver non seulement le bâtiment, mais ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'environnement qui les jouxte. Donc, il y a, comment dirais-je, un objectif patrimonial aussi dans ce travail. C'est-à-dire essayer de préserver des sites ou des lieux dans leur ensemble, pas seulement juste le château ou la maison qui est pittoresque. Je l'ai dit tout à l'heure, 1 an et demi de travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez ces lieux? Comment ça se passe en termes de recherche, de vérification aussi des informations? Oui, il y a un gros travail de vérification parce que si on fait des erreurs, il y aura toujours... C'est gravé noir sur blanc, là. C'est gravé noir sur blanc, il y aura toujours quelqu'un pour décrocher son téléphone ou pour vous envoyer un mail désagréable en vous disant « Dites donc, ça, c'est pas vrai, c'est pas tout à fait comme ça, c'est pas à droite, c'est à gauche » ou je sais pas quoi, enfin... ou d'autres choses plus dures. Donc il faut être très vigilant. Très vigilant, puis à partir du moment où c'est édité, si on fait des erreurs, c'est normal aussi que les gens vous le fassent remarquer. C'était important pour vous de faire aussi les photographies? C'est un petit peu mettre toutes ces passions que vous pouvez avoir dans un seul et même ouvrage? Oui, parce que effectivement, j'ai eu la chance d'avoir je dirais pas le don, mais le goût du dessin. J'ai commencé à l'âge de 3 ans, j'ai fait une vie professionnelle totalement différente, qui était une vie d'homme d'affaires. Et puis, avec regret, dans certains cas. Et quand j'ai pu, je suis retourné à ma passion, c'est-à-dire au dessin, à la peinture, que j'exerce le plus souvent possible. Et ça, l'éducation que j'ai reçue m'a permis de savoir écrire à peu près, sans faire de faute. C'est-à-dire qu'après avoir écrit le bouquin, après 10 relectures, je pense que c'est sans faute. Mais avant, il y en a toujours.
Donc, d'où les relectures. Hein. D'où les relectures. Il ne faut jamais être trop fier, il ne faut jamais être trop content de son travail parce qu'on s'aperçoit qu'il y a toujours quelquefois une faille ou un petit quelque chose. Donc il faut être patient. Dans ce livre, vous venez patient, nous parler. Persévérant. Dans ce livre, vous nous avez parlé d'Aubergenville. Vous avez aussi une page dédiée à Chambourcy, enfin plusieurs, oui. Au désert de Retz. Alors ça, c'est un lieu touristique qu'on connaît et pourtant il y a des choses encore à découvrir. Alors le désert de Retz, je ne suis pas sûr qu'il soit très visité parce qu'il faut y accéder. Et alors ce nom de désert de Retz mérite une petite explication, c'est-à-dire que ça ne désigne pas le Sahara, ça désigne dans le langage du XVIIIe siècle un lieu où on pouvait être tranquille à l'écart de la foule, tout simplement. Donc il y a des personnes qui étaient fortunées et dotées d'une créativité architecturale grande, qui ont eu l'idée de créer ce fameux bâtiment, la tour, qui s'appelait la Tour Ruinée. Alors c'est très curieux comme nom, construire une ruine. Il faut quand même oser le faire. Insolite. Donc ils ont, oui, vraiment très insolite, parce qu'en fait elle a été construite avec beaucoup de soin, cette ruine. Et à l'intérieur, le marquis ou l'aristocrate qui le possédait avait bien l'intention de recevoir des invités. Donc il fallait qu'il soit dans un lieu confortable, avec des bons fauteuils, avec tout ce qu'il faut pour l'agrément. Mais de l'extérieur, le bâtiment ressemble à une tour. On peut la découvrir d'ailleurs en photo, là aussi, oui. dans votre ouvrage. Oui. Pour terminer, quels sont vos projets, Denis Fauvel? Est-ce qu'il reste beaucoup de choses à croquer, dessiner, photographier dans le département? Est-ce qu'un volume 2 peut être envisagé? Est-ce que les Yvelines continuent finalement à vous inspirer? Oui, je pense que sans beaucoup de risques, on peut envisager un deuxième ouvrage, pour une raison simple, c'est que les Yvelines, enfin qui ne s'appelaient pas comme ça à l'époque, qui ne s'appelaient pas encore la Seine-et-Oise, mais c'était la demeure des rois. Donc il y avait Versailles bien sûr, mais pas seulement Versailles, il y avait Saint-Germain, qui a eu à une époque, avant que Versailles soit construit, à l'époque où il y avait juste un pavillon de chasse pour Louis XIII à Versailles, il y avait le château royal, c'était Saint-Germain. Donc ça fait déjà 2. Et puis ensuite il y a Rambouillet. Ouais, vous avez commencé à y réfléchir très sérieusement. Oui. Alors je le rappelle, c'est Yvelines insolites 100 lieux étranges aux éditions Grart. Vous pouvez le retrouver sur le site de l'éditeur ou le commander en librairie. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre ouvrage. Et on se retrouve tout de suite pour la météo.